Alors, écoutez, je suis trop expérimenté pour ne pas prendre au sérieux ce à quoi on m'a exposé. De tous les exercices oratoires, le pire, qu'est-ce qu'il y a? Non, je fume pas. De tous les exercices oratoires, alors je recommence avec la vanne du début. J'ai dit que, comme je sors pas de l'œuf, je connais la difficulté de l'exercice oratoire dans lequel on m'a installé, la pire. D'abord, je n'ai pas l'autorisation de parler 2 heures, ce qui est une contrainte. Et deuxièmement, je dois disputer votre attention aux effets de votre estomac. Et je sais que de toute façon, la bataille est perdue. Et donc, il vaut mieux se retirer avec grâce et élégance plutôt que de s'entêter et de patauger. Alors, on m'a dit que je venais ici pour parler de la Révolution. J'ai demandé laquelle, et c'était celle de 89, évidemment. Et on m'a dit qu'il fallait que je commémore, je célèbre avec vous. En fait, tous ceux qui ont parlé avant moi ont parlé toutes sortes de choses, sauf de révolution. Alors, l'essentiel a été fait des choses qui devaient être dites. À moi revient le magistère particulier de prendre la date et de vous redire, parce que c'est mon rôle, que la grande révolution de 1789, dont nous sommes les enfants, et qui explique et fonde notre égalité dans la nation, n'est pas terminée, n'est pas finie, et que d'ailleurs sa dynamique, son onde de choc sur notre société n'est pas interrompue, et j'ai envie d'ajouter sur le monde. Mais alors, puisqu'on on commémore quoi? C'est le 19 janvier. Alors on m'a dit, on commémore la naissance de la République française en tant que telle. Ah ben non, mais c'est pas le 19 janvier, c'est le 21. D'accord? Bon. Alors le 21, il s'en est passé des choses, hein. Alors on pourrait dire, c'est aussi, alors on dit, c'est le moment où Capet a été exécuté. Mais on n'a pas de raison de célébrer un événement pareil. D'abord parce que la mort de quelqu'un réjouit jamais personne. Et puis la deuxième raison, c'est que il n'a pas été guillotiné parce que il était le roi, quoi qu'en ait dit Robespierre lui-même. Il a été guillotiné parce qu'il était un traître à la patrie et que trahir la patrie envahie est un crime. Donc son crime a été identifié et à l'époque, la peine suprême, c'était la mort. Alors j'ai noté souvent qu'il y a des pleurnicheries sur la mort de Louis XVI, mais on n'en entend jamais sur les 32 000 morts de la Commune. On n'en entend pas parler à propos de tant et tant qui ont fait l'histoire de France. Donc je propose qu'on s'épargne ça et qu'on le mette de côté. Capet a été guillotiné parce qu'il était un traître, lui, ainsi que son épouse, Marie-Antoinette, qui, l'un et l'autre, ont été pris la main dans le sac. Il n'y a aucun doute sur leur responsabilité dans la trahison, puisqu'ils avaient mis dans une armoire de fer toutes leurs notes, combien ils avaient donné pour acheter tel ou tel député, les lettres qu'ils avaient envoyées à l'empereur autrichien pour qu'il vienne envahir la France, etc., etc. Donc on a puni un criminel avec le maximum de la peine. Mais alors, le 21 janvier, c'est aussi la mort de Lénine. Mais ça n'a rien à voir. Et il n'y a qu'une leçon à tirer de la mort de Lénine, mieux vaut ne pas mourir. Et sinon, c'était les. Bah, quand même, il y en a un ou deux qui applaudissent Lénine, quand même. C'est possible, non? Et c'est pas un banquet socialiste ici, hein? Bon, oui, oui, bien sûr. Excuse-moi, c'est une erreur qui pourrait être. Tu vois, des socialistes ici, il y en a beaucoup. J'ai cru comprendre ça. Et puis sinon, bah, c'est aussi la mémoire d'une grande manifestation à Paris
le 21 janvier 1905. Elle était morte la veille à Marseille. Ce sont les funérailles de Louise Michel à Paris. Et Louise Michel est la grande figure qui unit dans un même personnage l'insoumission absolue, radicale, permanente et le fait qu'elle-même vivait selon ses principes et que pour toujours, elle sera la figure du champ des bannis à la Nouvelle-Calédonie où ont été déportés tant de femmes, tant d'hommes après la Commune de Paris et où elle a refusé de faire le coup de fusil contre les Kanaks. Alors moi, c'est d'autres choses dont je dois parler. Je vais donc vous dire quelques mots sur les 3 jours qui ont changé pour toujours l'histoire du monde en tournant. Et nous sommes à la veille de ces 3 jours, le 20, 21 et 22 septembre 1792. Mais j'en dirai pas un mot sans avoir rappelé que quand on dit que l'onde de choc de ce qui s'est passé à ce moment-là continue, elle ne continue que par des femmes et des hommes vivants qui prennent la décision qui compte, celle qui disperse les ténèbres, celle qui abolit l'absurde et le vide de l'univers, l'engagement. C'est la poésie au sens radical du mot. Poésie veut dire créer. La poésie suprême d'une existence humaine est de s'engager, parce que l'engagement porte en lui l'image d'un monde à construire, d'un idéal auquel on veut parvenir. Et alors reculent les ténèbres du quotidien, et alors recule l'angoisse de la guerre généralisée qui semble nous entourer, et alors recule tout ce qui oppresse, tout ce qui opprime, tout ce qui laisse à penser que tel ou tel est à sa place et qu'il y restera pour toujours. C'est pourquoi c'est si important de faire un banquet républicain, et c'est si important d'avoir des gens de courage, comme ceux qui sont dans cette salle, mais comme ceux qui marchent devant. Vous êtes ici quelques-uns des syndicalistes. Vous connaissez le prix qu'il y a à marcher devant quand les copains vous ont poussé dans le dos pour prendre la parole à leur place. Alors, le premier mot que j'aurai, c'est d'abord pour dire merci à ceux qui marchent devant ici, c'est-à-dire ces 2 femmes, Sophia Chikirou et Sophie Larochefoucauld. Et vous autres, spécialement, puisque vous avez une députée qui bosse, qui est sérieuse, qui maîtrise ses documents, et vous avez vu de quelle manière infâme elle a été traînée dans la boue. Et pourquoi? Parce que c'est elle qui a participé à l'organisation, à la pensée des 3 campagnes qui ont sauvé la gauche dans ce pays, parce que si on ne s'y était pas mis pour faire le mouvement insoumis, nous serions dans la même situation que nos pauvres camarades italiens qui, après avoir eu la plus belle gauche du monde, après avoir eu le plus puissant parti communiste d'Europe occidentale, se sont retrouvés à se traîner derrière des sociodémocrates et des communistes reconvertis qui les ont emmenés de désastre en désastre. Il faut se souvenir que c'est pour ça qu'ils lui en veulent. C'est pour ça qu'ils la pourchassent. Pour rien d'autre. Ne croyez rien d'autre. Bon alors, 19 janvier, c'est la veille du 20. Le 20. Qu'est-ce qui se passe le 20 septembre 1792? Les nôtres, ils ne parlent pas la même langue. Les uns sont occitans, provençaux, bretons, basques, et ils sont montés d'un peu partout parce qu'il fallait aller à Paris. Ils y avaient été appelés et ils partent à l'assaut parce qu'il faut qu'on aille faire face à qui, comme d'habitude, les Prussiens. Et donc, eux sont entrés en France, stipendiés par la couronne, pour venir vaincre, écraser la révolte. Et Brunswick avait prévenu, si vous ne relâchez pas le roi tout de suite ou si vous lui touchez un cheveu de sa tête, nous raserons Paris. Hein? C'était du Gaza avant l'heure qui était promis. Mais oui, mais c'est toujours la même chose. Et donc, les nôtres vont là-bas, et après, ironie de l'histoire, mais je ne vais pas commencer à vous raconter cette bataille, sinon on est là demain matin. Il se trouve que, comme d'habitude, les Français, c'est toujours un peu spécial. À la fin, ce sont les Prussiens qui sont les plus proches de Paris et les Français qui sont de l'autre côté. Mais la bataille a lieu. Et pendant 6 heures, tous ces gens ont subi la canonnade. Pourquoi je vous en parle?
de ces 6 heures, c'est parce que ce n'est pas des militaires professionnels, c'est le peuple. C'est ça qu'il faut bien comprendre de la bataille de Valmy. C'est le peuple, des braves gens qui n'avaient jamais connu une telle épreuve. Et Goethe était présent, le grand poète allemand. Et il raconte comment, d'une colline à l'autre, tout d'un coup, éclate le cri « Vive la nation ! Vive la révolution, mais vive la nation !» La nation, à l'époque, c'est le contraire du royaume. La nation, ce sont les citoyens, c'est le peuple. Ce jour-là, le peuple va vaincre militairement, mais politiquement, car c'est politiquement qu'il a tenu bon sur ces collines. Voilà le grand événement. Soudain, le peuple a brisé la chaîne. Le peuple a brisé la chaîne. Il surgit dans l'histoire. Et Goethe dit, de ce jour date l'ère moderne. De ce jour date l'ère moderne. Parce que depuis ce jour, le peuple sait qu'il peut vaincre et qu'il peut chasser les tyrans et qu'il peut chasser les envahisseurs. Et voilà pourquoi reste attaché à l'image des Français, des fois d'une manière un peu caricaturale, ou parce qu'ils ne nous connaissent pas d'assez près, une forme d'affection absolument incroyable, parce que ce discours parle, cette situation parle, cette image parle à l'univers entier. Il y a un été où je me trouvais en même temps qu'Adrien Clouet et Sophia Chikirou, et il y avait l'investiture du président, le premier de gauche en Colombie. Et il avait demandé qu'on fasse venir l'épée de Simon Bolivar. Simon Bolivar était évidemment en France aussi pendant la Révolution, ainsi que le général Miranda, etc. Et donc, on amène l'épée de Bolivar. Je ne vous raconte pas l'histoire de Bolivar, sinon il y en a pour 1 heure, et de l'épée non plus. Bref, ils l'avaient volée, les nôtres. Et puis, ils l'ont rendue. Alors, ce jour-là, elle était là, et il dit, il faut que s'avance devant le peuple et le Congrès l'épée de Bolivar. Alors, le président, le fasciste qui a succédé à Uribe, ne voulait pas qu'on prenne l'épée. Finalement, les militaires avancent avec l'épée. L'épée arrive sur la tribune, tout le monde se lève, l'hymne national éclate, et pendant que l'épée avance, elle passe devant qui? Borbone, l'Espagnol, le roi Philippe, je ne sais pas combien, 6. Et celui-là, il s'appelle Borbone y Borbone. 2 fois. Non, la blague, je la connais, la faites pas, c'est épouvantable. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il reste assis. Tout le monde s'est levé, lui reste assis. Et alors éclate dans le public un cri en espagnol. Borbone, Borbone, Guillotina, Borbone, Borbone. Et tel est le peuple français qu'à ce moment-là, il devient tout d'un coup présent, mais ce n'est pas la guillotine à laquelle il faut penser. C'est l'implacable volonté populaire d'aller au bout d'un processus révolutionnaire. Et donc la nécessité, pour qu'une telle volonté puisse aller au bout, que ceux qui marchent devant veuillent bien continuer à marcher, et pas à s'arrêter ou à reculer ou à courir se cacher. Le 20 septembre, c'est ça que ça veut dire. C'est le jour du peuple. Le peuple devient acteur de l'histoire. Ce ne sont plus les monarques de droit divin, etc., etc., c'est le peuple. Et d'ailleurs, la nouvelle arrive à Paris le 21. Et le 21, on annonce qu'on a gagné. Et aussitôt, dans les tribunes et dans l'hémicycle, tout le monde se lève et crie « Vive la nation !» De nouveau, la nation, ce n'est pas le royaume, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ce n'est pas un cri nationaliste, c'est un cri civique. Vive la nation, comme sur les collines à Valmy. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'on fait? Deuxième leçon, on vote l'abolition de la royauté, pas la naissance de la République. Ce jour-là, on décide, la royauté est abolie en France. Il était temps. Tous les modérés, ceux qui ne cessaient de répéter que la Révolution était terminée, avaient voulu faire semblant de croire que oui, Louis XVI avait été enlevé quand il s'est enfui à Varennes. Et puis, quand on l'a ramené, on avait dit tout le monde la ferme parce que sinon on vous tire dessus. Donc, Louis XVI est rentré dans un silence pas croyable à Paris. On a dit oui, mais il faut qu'on en discute, il faut qu'on en réfléchisse. Ça n'en finissait plus. Ce type avait trahi, il avait été rattrapé aux cheveux. On le ramène, on fait semblant, on ne sait plus quoi en faire. Certains disent il faut faire la République. Ça se passe en août 1792. Et ce jour-là, enfin, on prend la seule décision raisonnable qu'il y a à prendre. La royauté est abolie. Alors, vous pouvez dire il y a déjà eu des événements comparables.
à d'autres moments de l'histoire et dans d'autres pays. Mais aucun n'est réellement comparable à celui-ci. Il s'agit du plus puissant monarque d'Europe. Il s'agit d'une royauté de droit divin dans un peuple qui, assez majoritairement, peut être disposé à le croire. Alors évidemment, personne ne s'était soucié d'aller demander à Dieu s'il était d'accord, mais en tout cas, lui, il proclamait. Et il était là au nom du droit divin. C'est une tradition dont vous devez vous souvenir de l'incroyable profondeur dans le temps. Quand l'humanité a commencé à constituer des villes, toutes les villes sont construites autour d'un Dieu tutélaire. Le fait qu'un pouvoir est censé découler d'une autorité supérieure, c'est aussi vieux que l'humanité. Et c'est une rupture dont on n'a pas idée. Si, tiens, on peut avoir idée le jour où on dit on élit une femme présidente de la République. Parce que nous, on n'en a jamais eu. Il y a d'autres pays qui en ont eu. C'est un événement énormissime. Cela signifie qu'il y a réglé la discussion sur le droit de veto du roi. Il n'y a rien au-dessus de la souveraineté du peuple. Il est l'acteur, il est le pouvoir. Et bientôt, il va décréter la borne qu'il donne à son propre pouvoir. Ce n'est pas parce que c'est le peuple qu'il n'a aucune règle à laquelle lui-même ne se soumettra pas. C'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pas juste des droits de l'homme, l'être humain, bien sûr, tout le monde comprend, et du citoyen. Autrement dit, vous avez des droits et vous avez le pouvoir de les faire respecter. Ces deux choses vont ensemble. C'est ce jour-là que ça se joue. Dire que le roi n'est plus le roi veut dire que c'est le peuple qui va commander, et si le peuple commande, il le fait au nom d'un certain nombre de principes qui sont dorénavant les principes collectifs, la déclaration des droits de l'être humain et du citoyen et du pouvoir. Voilà le sens de la journée du 21 septembre. Et quand arrive le 22 septembre, une phrase qui peut être mal interprétée. Le 22, on décide que la République est une et indivisible. Alors, cela peut signifier les frontières. Oui. Les frontières des Français ne sont pas négociables. Pourquoi? Parce qu'une révolution populaire, qui est une révolution politique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle affirme l'autorité d'un groupe sur un territoire et sur ceux qui le peuplent. La souveraineté du peuple ne peut pas être dissociée du lieu où elle s'exerce. Et la manière de le signaler, c'est précisément d'exercer la souveraineté. C'est pourquoi c'est un même combat pour un révolutionnaire républicain français de le dire à un banquier républicain comme ce soir et de le rappeler à Beyrouth en disant « Il n'y a pas un centimètre carré du Liban dont la souveraineté doit appartenir à quelqu'un d'autre qu'aux Libanais. » C'est à eux d'en décider. Et ils sont les seuls maîtres chez eux. De même que le Mali est aux Maliens et pas aux Français qui s'y trouvaient. De même que le Niger est aux Nigériens, etc., etc. Le discours révolutionnaire, le discours républicain inclut la défense de la souveraineté parce qu'elle en est le moyen, le lieu. Voilà donc ce qui a été dit ce jour-là, mais pas seulement les frontières. Un et indivisible. Si nous ne sommes plus un royaume mais une nation, si la nation c'est le peuple, alors l'unité et l'indivisibilité de la République, c'est en réalité l'unité et l'indivisibilité du peuple, puisque c'est lui qui fait la République, c'est lui qui est la République. L'unité et l'indivisibilité du peuple est un principe révolutionnaire. Il proclame que tout ce qui va fragmenter le peuple va contre la République et donc contre la nation. À commencer par le racisme, qui prétend qu'il y a deux catégories d'êtres humains, à commencer par le sexisme, à commencer par l'inégalité qui donne à l'un le droit d'avoir la dignité d'être respecté et à l'autre le seul pouvoir de s'insurger contre l'indignité qui lui est faite quand on abat un de ses enfants et qu'il s'appelle Naël. Non, il n'y a pas eu d'émeutes urbaines. Il y a eu des révoltes urbaines.
ce n'est pas pareil. Ah, le peuple n'est pas toujours élégant dans sa manière de se comporter. Et il n'est pas toujours respectueux des lois et règlements. Il n'essuie pas les pieds avant d'entrer. Mais comme le disait Robespierre, la Bastille, c'était pas légal. Arrêter le roi, c'était pas légal. L'envoyer à l'échafaud, c'était pas légal. Et eux, qui oserait dire que c'était pas nécessaire? Dès lors, dans cette affaire, une fois de plus, à la fin des fins, vous ne trouverez jamais d'autre juge de vos actions que la conformité de ce que vous avez fait, des résultats que vous avez obtenus avec les principes au nom desquels vous vous êtes mobilisés. C'est la raison pour laquelle je ne voulais pas appeler au calme, car tel n'était pas mon devoir. Mon devoir était d'appeler, comme tous les insoumis, à la justice, car il n'y a pas de paix sans justice. Et voilà la raison pour laquelle c'est une même chose de dire qu'il ne peut pas y avoir de paix au Proche-Orient sans justice pour les Palestiniens, que de le dire dans son propre pays. Et je me fiche bien des commentaires qu'on pourra faire sur ce rapprochement. La justice est une et indivisible. Le peuple est un et indivisible. Et le peuple humain est un et indivisible dans ses droits à la dignité, à la souveraineté et au libre exercice de son pouvoir. Voilà comment 3 jours nous ont donné la clé d'événements qui ne cessent jamais. Cette année que vous venez de vivre, vous avez pris la liberté comme l'ont fait nos ancêtres politiques. Je dis nos ancêtres politiques car on pourrait faire le tour de la salle, personne ici n'avait tous ses ancêtres, ni à Valmy, ni même sur le territoire de la République française, sauf peut-être Sophie. Vu que les aristocrates, c'est ceux qui sont là depuis longtemps. Mais vous avez remarqué que tous les aristocrates ne se disent pas français de souche, parce qu'ils ont compris que de souche, il n'y en a pas. Et que la meilleure manière d'être français, c'est de se penser d'abord comme un être humain, partie prenante du peuple humain, à égalité de droits avec tous les autres êtres humains. Telle est l'identité de notre patrie républicaine et telle est notre identité individuelle. Mais cette année, c'est ce que vous avez fait. Vous avez pris la liberté alors qu'il y avait des gens qui avaient décidé que de toute façon ils le feraient parce qu'ils pensaient qu'ils avaient la majorité. Vous avez pris la liberté de manifester et manifester et manifester encore contre la retraite à 64 ans. Et puis la même année, vous avez plaidé l'égalité quand vous vous êtes insurgé aux côtés des révoltés des cités populaires. Et puis la même année, vous vous êtes mobilisé contre la fragmentation du peuple français, ou du peuple qui sera français, ou du peuple dont on espère qu'il sera français parce que nous, il nous fait envie. Le peuple de ceux qui naissent ici sur notre terre. Vous vous êtes mobilisé contre les lois sur l'immigration parce qu'elles fabriquent des étrangers parmi les Français. Le frère aîné qui était français parce qu'il est né français, parce qu'on applique dans ce pays la loi, le droit du sol, verra son frère ou sa sœur cadette ne pas l'être parce que la loi a changé sur ce sujet. Vous vous êtes battu pour l'égalité lorsque vous vous êtes battu contre la loi immigration et que vous continuez de le faire. Et c'était en même temps une bataille pour la fraternité. Voilà pourquoi la Révolution vit et vivra aussi longtemps qu'il y aura un peuple français, car il est définitivement contaminé par l'idéal révolutionnaire de la Révolution de 1789. Et c'est vous qui continuez, parce que vous y êtes. Et vous avez entendu avant moi quelqu'un qui, paraît-il, était moins mûr, mais qui, dans son jeune âge, vous annonce que lui, comme d'autres, continue le combat dont je suis en train de parler. C'est sans fin, grâce au travail que nous avons accompli. C'est sans fin parce que nous avons créé ce mouvement, parce que nous avons empêché qu'on disparaisse devant les épreuves terribles qui s'avancent devant nous, le risque de la guerre généralisée, des fascistes partout en Europe. Nous sommes là. Et comme nous sommes là, ils n'auront pas le dernier mot. Parce que nous sommes là, parce que nous sommes des personnes engagées. Voilà.
Je vous ai dit tout ce qu'on m'a demandé de vous dire. Voici ce peuple admirable qui vit du côté de la frontière, le bon côté, celui de la cité et des citoyens, différent par mains aspects de ceux qui croient à l'existence d'un Volksgeist, un esprit ethnique du peuple. Nous sommes aptes et disposés à être le peuple humain. Nous y sommes préparés, c'est-à-dire à englober l'humanité universelle. Et il faut bien qu'on commence par quelque chose. C'est le droit international tel qu'il existe. Et c'est en son nom que nous avons plaidé contre le risque de génocide. Voilà. C'est tout un que notre combat. Et tout un, il se résume dans un mot et dans un texte. Pardon, mais c'est à mon tour de faire l'acteur. Non, mais vous le croyez, je l'ai laissé sur la table. Nawel, tu le fais passer, s'il te plaît. Elle me l'a piqué. Passez, passez, camarade. Vous me le passez? Parfait. Tiens, Sophie, je te donne le reste parce que sinon, ça fait trop à tenir. Vous êtes prêts? C'est du Victor Hugo. La Révolution, c'est la France sublimée. Il s'est trouvé qu'un jour, la France a été dans la fournaise. Des fournaises de certaines martyres guerrières font pousser des ailes et de ces flammes, cette grande géante est sortie archange. Aujourd'hui, pour toute la terre, la France s'appelle Révolution. Et désormais, ce mot révolution sera le nom de la civilisation, jusqu'à ce qu'il soit remplacé par le mot harmonie. Oui, tous et toutes autant que nous sommes, grands et petits, puissants et méconnus, illustres et obscurs, de toutes nos œuvres, bonnes ou mauvaises, quelles qu'elles soient, poèmes, drames, romans, histoires, philosophie, à la tribune des assemblées, comme devant les foules du théâtre, comme dans le recueillement des solitudes. Oui pour tout, oui pour toujours, oui pour réhabiliter les lapidés et les accabler, oui pour conclure logiquement et marcher droit, oui pour consoler, oui pour secourir, pour relever, pour encourager, pour enseigner, pour penser en attendant qu'on guérisse, pour transformer la charité en fraternité, la fainéantise en travail, l'iniquité en justice, la populace en peuple, la canaille en nation, les nations en humanité, la guerre en amour, les préjugés en examen, les frontières en soudure, les limites en ouverture, les ornières en rail, l'instinct du mal en volonté du bien, la vie en droit, les rois en hommes, pour ôter l'enfer et des sociétés le bagne, et pour être frères et sœurs du misérable, du serf esclave au champ, du fellah esclave en Afrique du Nord, du prolétaire esclave au travail, du déshérité, de l'exploité, du trahi, du vaincu, du vendu, du sacrifié, de la prostituée, du forçat, de l'ignorant, du sauvage, du nègre, du condamné et du damné. Oui, révolution, nous sommes tes fils et tes filles.